Bonjour à tous, nous sommes le 27 juin, c'est la journée mondiale contre l'abandon. Nous sommes aujourd'hui au refuge AVA, Agir pour la vie animale. Je suis avec Thierry Bedossa qui est docteur vétérinaire et président de l'association AVA, ainsi que Katia Renard qui est présidente de l'association Solidarité Animale, à l'origine de la journée mondiale contre l'abandon dont nous célébrons aujourd'hui la deuxième édition. Bonjour à tous les deux. Bonjour Elisa, bonjour à tous. Alors Katia, pourquoi avoir choisi ce lieu? Pourquoi le refuge AVA pour la journée mondiale contre l'abandon? Ça paraissait évident parce qu'un animal abandonné, où il finit en général, c'est dans un refuge. Et le refuge de Thierry, donc Agir pour la vie animale, il est assez symbolique parce que les animaux qui sont ici sont très représentatifs des motifs d'abandon et aussi surtout c'est le bout de l'abandon. C'est souvent des animaux qui n'ont pas trouvé leur place auprès d'une famille dans un autre refuge et qui finissent par atterrir ici parce que plus personne n'en veut, essentiellement parce qu'ils ont des problèmes de comportement. Le problème de comportement, ce qu'on appelle pour nous les comportements gênants, ça reste aujourd'hui la première cause d'abandon de nos animaux, des chiens comme des chats. Et donc prévenir l'abandon, ce qui est quand même le thème et le but, l'objectif de cette journée mondiale contre l'abandon, c'est de prévenir l'apparition de ces comportements gênants en connaissant bien les besoins et les comportements naturels de son animal. Donc c'est pour ça que Thierry va nous expliquer comment on peut faire en sorte que ces comportements ne surviennent pas ou en tout cas ne nous gênent pas au point un jour de mettre fin à l'histoire qu'on a entamée avec son animal. C'est-à-dire, Katia Renard, qu'en fait l'abandon c'est un peu le stade ultime, c'est quand on n'en peut plus, mais avant d'en arriver à ce point-là, il y a des solutions. Comment est-ce qu'on peut faire avant d'en arriver à l'abandon? En fait, il ne faut pas, quand on n'a jamais possédé un animal, quand on n'a jamais eu une tradition familiale, un savoir-faire familial, il ne faut pas se dire « Ah, j'ai envie d'un animal, ça va faire plaisir à mes enfants, ça va faire plaisir à des personnes de mon entourage ». Ça va être agréable pour moi parce que je vais le regarder, parce que je vais avoir le statut de quelqu'un qui a un animal. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut bien sûr se faire plaisir, mais il faut aussi penser avant tout au fait que l'animal, c'est une personne comme nous et que cette personne, elle a des besoins qui sont uniques. Ces besoins sont liés bien sûr à l'espèce dont elle provient. Donc si c'est un chien, c'est pas comme un chat, pas du tout. Ces besoins sont liés à la personnalité. La personnalité, c'est le résultat d'une intrication très très complexe entre l'espèce à laquelle on appartient, l'histoire évolutive de cette espèce et comment elle est arrivée à occuper une place si exceptionnelle auprès de l'humain, c'est-à-dire être un animal de compagnie. Aujourd'hui, les animaux de compagnie dans les pays riches, ce sont des membres du foyer, des membres de la famille. Cet individu, il est aussi le produit de sa génétique, des conditions de son développement alors même qu'il était dans le ventre de sa mère, des conditions de son développement pendant les premiers mois de sa vie, des conditions de sa vie au quotidien. Et cet individu, donc, il va vivre avec nous. Et en fait, à partir du moment où il est notre animal de compagnie, il dépend totalement de nous, du temps qu'on lui consacre, de la quantité d'attention, de la quantité d'affection qu'on va lui consacrer, mais aussi de l'intérêt qu'on va lui porter et de la connaissance et de la curiosité qu'on va avoir à son égard, quelle personnalité il a, quels besoins donc il a et comment je m'organise dans le temps qui est le mien, c'est-à-dire une journée de 24 heures comme tout le monde, et dans les moyens qui sont les miens, comment je m'organise pour qu'il ait une vie bonne. Je fais partie d'une génération de vétérinaires qui considéraient que les animaux de compagnie avaient des maladies mentales. Aujourd'hui, grâce à l'éthologie, on est vraiment revenu de ça. On considère que la plupart des animaux qui auront une vie bonne, eh bien, ils auront une vie harmonieuse avec les membres de leur foyer. Ils vont du coup donner beaucoup de plaisir à leur foyer et leur foyer va les garder tout au long de leur vie. La cause principale des abandons dans les pays riches, c'est tout simplement le fait que des animaux de compagnie adoptés sur un coup de cœur, avec peut-être pas assez de connaissances, ils ne sont pas gardés parce qu'ils ne donnent pas de l'agrément dans le foyer. Alors comment on fait, Thierry Bedossa, pour offrir une vie bonne? Ça veut dire quoi une vie bonne concrètement quand on a un chien ou quand on a un chat? Waouh! Alors il n'y a pas de réponse unique à cette question. Et d'ailleurs, Katia, je lui ai fait cadeau il y a quelques années d'un petit chaton. Qui était né chez moi, dans ma maison de ville, d'un petit chaton qui appartenait, dont la maman était une petite chatte que j'ai adorée.
qui m'a vraiment séduite et je voudrais que, par exemple, elle nous explique comment elle a donné une vie bonne à Cookie, parce que Cookie, c'est un individu avec une personnalité très forte et donc elle a eu différents modes de vie, Katia, pendant toutes les années où elle a possédé Cookie, et en fait, tu peux nous parler? Et justement, en fait, moi, j'ai toujours eu des chats. Depuis que je suis petite, on a toujours eu des chats chez nous. Et donc, je pense que je connais assez bien le comportement du chat. Et en même temps, même si je connais bien le comportement du chat, j'ai eu plusieurs chats et aucun n'a eu le même comportement. Donc, même quand on pense connaître l'animal et son comportement, en tout cas cette espèce, eh bien, on peut être confronté avec un animal qui pourtant appartient à une espèce qu'on connaît bien, à des comportements qu'on n'avait pas imaginés, qui peuvent être entre guillemets gênants. Cookie, quand il est arrivé à la maison, un peu par hasard, hein, c'est un chaton qui était à la clinique de Thierry, qui avait été rendu, était tout petit, pour agressivité déjà. Donc nous, on a craqué avec mon fils et on l'a pris à la maison. Avec nous, il n'a jamais été agressif, même si c'est un chat qui est grand, qui est costaud. C'est un chat qui est très dynamique et qui s'affirme beaucoup, mais il n'a jamais été agressif à partir du moment où on a toujours mis la limite. C'est un chat qui, quand il était petit, avait accès à l'extérieur. Même si on était en appartement, on le sortait comme un chien, alors pas en harnais, libre, mais on le sortait 1 heure, 2 heures, on le rappelait, il revenait. On a déménagé et on a cru qu'on pouvait faire perdurer ces habitudes de sortie plus ou moins sous contrôle, c'est-à-dire on le met dehors. Nous, on est au 4e étage maintenant, puisqu'on est dans un univers citadin. Et donc, on l'a mis dehors au début. Donc, on est resté quelques temps avec lui. Puis après, on a commencé à faire comme avant, c'est-à-dire on le laissait dehors en disant on va revenir dans 2 heures. Et dans 2 heures, il reviendra. Il rentrera à la maison et tout se passera bien. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et pourtant, il avait déjà 5 ans, 4 ou 5 ans. Donc, il était déjà habitué à ce mode de fonctionnement. Sauf que l'environnement était complètement différent et il n'avait pas le même âge. Quand il était sorti au début, il était chaton. Et là, c'était un adulte qui devait, entre guillemets, refaire sa place dans un environnement où il y avait d'autres chats. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas géré correctement, ou en tout cas pas comme on l'envisageait. Donc il a fini par stresser énormément, se battre énormément et surtout rediriger cette agressivité, mais c'était aussi lié à une inquiétude, sur les humains qui intervenait quand il se battait avec un autre chat. Ce qui fait qu'on a évidemment eu des problèmes avec le voisinage, puisqu'il a blessé des personnes très sérieusement. C'est un chat qui est très puissant. Et donc on a dû, et lui-même a fait une cystite, donc il avait des gestes, enfin des comportements agressifs, mais qu'il ne vivait forcément pas bien, puisqu'il a fait cystite sur cystite, donc il était en souffrance psychologique. Donc on l'a amené chez Thierry, et Thierry nous a dit, il y a quelque chose dans son environnement qui ne va pas. Et donc, en fait, on a cessé de le faire sortir et on a pensé que ça le priverait d'une jouissance de liberté à laquelle il était très attaché. Et finalement, eh bien, le bien-être est venu de la privation de la sortie, même si on a dû aménager notre intérieur pour qu'il puisse s'occuper et trouver une manière de rediriger son besoin d'explorer. Donc dans la maison, en fait, régulièrement, je cache des croquettes partout. On joue énormément avec lui, mais depuis 3 ans où il ne sort plus, eh bien, il ne fait plus de cystite et c'est un chat qui est parfaitement apaisé. Donc tout ça pour dire que même si on croit savoir connaître le comportement d'une espèce, c'est pas vrai. Le comportement d'une espèce ne s'applique pas à tous les individus de l'espèce, le même comportement. Et un même individu peut avoir des comportements différents tout au long de sa vie. Donc, il faut toujours se faire accompagner pour ne pas se séparer de l'animal, parce que honnêtement, nous, ça aurait pu nous poser un problème, puisque tout le voisinage était un peu ligué contre notre chat. Donc, le choix, c'était soit on se sépare de notre chat, soit on quitte la résidence. Et finalement, on a fait évidemment le choix de le garder, mais on a dû réaménager toute notre manière de concevoir notre rapport et l'activité de notre chat. Prendre en considération l'individu, c'est, je crois, très important, Thierry Bedossa, c'est de ne pas croire que tous les chiens sont des chiens, donc ils fonctionnent de la même façon, tous les chats sont des chats, ils fonctionnent de la même façon. Ça, ce sont des idées reçues, et c'est notamment ce qu'on voit avec les effets de mode. Souvent, les gens aujourd'hui veulent un berger australien, un malinois, un Shiba Inu, parce que c'est très mignon, parce que c'est très à la mode, et pourtant, ce sont des chiens qui ont des besoins spécifiques, mais au-delà de leur race, ce sont des individus à part entière, c'est ça? Et je suis un vieux vétérinaire, ça fait 35 ans que j'exerce, et heureusement, le parcours de l'acquisition de la connaissance pour un environnement scientifique, ça se fait tout au long de la vie.
Et ce que je savais quand j'étais jeune vétérinaire à 25 ans n'a plus rien à voir avec ce que je sais aujourd'hui. Et ce que je sais aujourd'hui, je le sais parce que j'ai étudié la psychologie, j'ai étudié l'anthropologie, la manière dont les humains sont en relation avec les animaux dans différentes cultures. Et j'ai étudié aussi l'éthologie, c'est-à-dire une discipline scientifique qui s'intéresse spécifiquement justement à l'étude du comportement animal. Et est-ce que je peux inviter pendant notre petit événement une éthologue? Oui, alors absolument. Là, on est donc au refuge Ava, on se trouve dans l'espace Chattery. Ava, la particularité de l'espace Chattery, c'est que c'est un vaste espace extérieur où les chats sont en collectivité et en liberté. Et quand ils arrivent, ils passent un petit séjour d'adaptation dans ce chalet, le temps de voir s'ils sont en bonne santé, comment ils se comportent, etc. C'est, si vous voulez, là que viennent les chats quand ils sont placés à Ava. Et souvent, les chats placés à Ava arrivent ici parce qu'ils souffraient de comportements qui gênaient leurs propriétaires dans leur ancien foyer. Par exemple, malpropreté, agressivité ou problème de griffade sur les canapés, sur les meubles, etc. Et nous avons une éthologue qui s'appelle Charlotte de Mouzon qui justement va étudier les préférences des griffades chez le chat parce qu'offrir un bon environnement à son chat, c'est lui offrir la possibilité d'exprimer ses comportements naturels et la griffade, ça en fait partie. Avant d'accueillir Charlotte, je voudrais juste dire que moi j'ai exercé en Amérique du Nord, j'ai fait des études, je me suis spécialisé en médecine interne et pendant toutes ces années, j'ai vu et j'ai opéré des milliers et des milliers de chatons pour leur enlever leurs griffes parce que nos amis anglo-saxons sont pragmatiques et ils ne voulaient pas justement que leurs chats abîment leur intérieur. Et à l'époque où j'étais jeune vétérinaire, je n'avais pas eu d'enseignement d'éthique. Je n'avais pas côtoyé les philosophes, je n'avais pas lu les philosophes, j'étais ignare. Et donc je ne connaissais pas cette obligation qu'on a de bien traiter les individus qui vivent avec nous. Et même si ce sont des individus d'espèces différentes, ce sont des individus et des personnes à part entière et on leur doit le même respect qu'aux autres humains. Et les anglo-saxons sont très pragmatiques, donc ils dégriffaient. C'est interdit en Europe, dans l'Union européenne depuis des années. Maintenant, il y a des espèces de petits faux ongles qu'on leur met sur les griffes, qu'on peut leur coller dessus. Mais la connaissance et la compréhension des besoins de chaque représentant d'une espèce, que ce soit les chiens, les chats ou d'autres espèces d'animaux de compagnie, elle est permise par l'étude scientifique. Et je suis très honoré. L'étude scientifique éthique. Évidemment, basée sur l'observation. Et ce qui est magique avec l'éthologie, aujourd'hui, quand elle s'intéresse aux animaux de compagnie, c'est que les expérimentations sont faites avec les animaux des propriétaires. Donc c'est merveilleux. Et je suis très honoré d'accueillir une jeune scientifique qui fait son PhD, Charlotte de Mouzon. Alors, bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Alors Charlotte, justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi va consister ton étude et surtout bien expliquer, bien insister sur le fait que l'étude aura lieu sur les chats du refuge et non pas évidemment des chats de laboratoire. Voilà, il ne s'agit évidemment pas d'expérimentation animale, il faut bien le préciser. Exactement, bien sûr, le fondement de tout ça, c'est de mieux comprendre les chats pour favoriser leur mieux vivre et le fait qu'ils soient bien dans leur quotidien avec les humains, parce que aujourd'hui c'est comme ça que vivent les chats. Donc en fait cette étude elle s'articule en deux parties. Il y a une première partie qu'on a déjà commencé à mettre en place, qui a été un questionnaire qu'on a envoyé en ligne sur les préférences de griffade des chats chez eux, à domicile. Et on a eu énormément de réponses, on a eu des milliers de réponses, donc c'est génial, ça va Tu sais pourquoi Charlotte? Parce que chaque fois qu'un propriétaire de chat il vient voir un vétérinaire, il lui dit: docteur, là ça m'embête, il fait ses griffes sur le canapé, là ça m'embête, il fait ses griffes sur les rideaux, exactement. etc., etc. Et la problématique, c'est qu'en fait, si les chats font leurs griffes à des endroits qui ne conviennent pas aux humains, c'est parce qu'on ne leur offre pas la possibilité de remplir ce besoin avec des griffoirs qui sont vraiment adaptés. Et en fait, la plupart des griffoirs qu'on va trouver dans le commerce, et surtout les griffoirs qui sont accessibles financièrement, ça va être des griffoirs qui sont soit pas suffisamment stables, soit trop petits, soit qui ne vont pas correspondre aux besoins individuels du chat, parce qu'on a aussi des préférences individuelles. Il y a des chats qui vont préférer le carton, il y a des chats qui vont préférer le sisal, il y a des chats qui vont préférer les tissus, le bois. Le bois, exactement. C'est très conditionné par les préférences individuelles. Donc l'idée, c'est aussi de comprendre, d'explorer ces préférences pour pouvoir offrir aux chats des accessoires qui leur correspondent. Et ça, c'est un travail que je fais en parallèle. Donc en fait, pendant mon doctorat, je suis en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Martin Sellier,
qui fabriquent des accessoires pour animaux de compagnie. Donc en fait, avec Martin Sellier, ce qu'on cherche à faire, c'est de mieux comprendre les besoins pour pouvoir fabriquer des griffoirs qui vont être vraiment adaptés et qui feront que finalement les chats n'auront pas besoin d'exprimer ce comportement qui dérange l'humain. Voilà. Bravo, et ça, Charlotte. c'est vraiment la première partie de l'étude, c'était de regarder les chats chez eux, quelles sont les préférences individuelles des chats et d'essayer de voir si ça peut être conditionné par différentes, par différentes expériences, par différentes tempéraments. Enfin, moi j'aime bien le tempérament, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mais voilà, donc ça c'était une première partie. Le problème des questionnaires en ligne, c'est que c'est quelque chose qui reste quand même très à l'appréciation du propriétaire. Le propriétaire ne voit pas toujours tout. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a énormément de réponses, donc ça va nous permettre d'avoir des données qui sont assez, qui vont être quand même exploitables. Par contre, ce qu'on voulait aussi, c'était monter une étude scientifique rigoureuse dans un cadre qui soit un contexte donné où tous les chats vont avoir les mêmes options de griffoir. Donc c'est le partenariat qu'on met en place aujourd'hui avec l'AVA. AVA qui est la seule association de protection animale qui soutient la recherche scientifique, parce qu'on part du principe que pour protéger, il faut d'abord comprendre. Exactement. Et c'est un grand plaisir d'avoir ce terrain d'étude et d'avoir cette opportunité qui nous est donnée par Thierry et par toute son équipe de pouvoir favoriser cette connaissance, parce qu'en fait le fond du problème, c'est que pour comprendre les animaux, il faut vraiment les comprendre aussi de manière un peu plus scientifique et pas rester que sur de l'empirique où chacun va avoir ses observations, parce qu'en fait on a tous vécu avec des chats, on a tous notre vision des choses et nos observations qui sont empiriques, mais pour vraiment comprendre une espèce, au-delà de ses besoins individuels, il faut aussi aller chercher quelque chose de plus rigoureux et de plus scientifique. Donc c'est Je pense, Charlotte, que les Français l'ont tous compris avec cette terrible crise de la maladie du Covid-19, que chacun pouvait avoir ses opinions, mais qu'il fallait aussi de la validation scientifique. Et la validation scientifique, ça met du temps. Exactement. Et pour être républicain et pour dire que la France, elle a tellement de talent, je veux souligner que Charlotte, elle fait un programme où il y a une collaboration entre d'éminents instituts de recherche, supervisé par l'Agence nationale de la recherche et de la technique, la NRT, et que cette collaboration se passe entre une université et une entreprise, de la même manière que l'association AVA soutient pour la deuxième fois un programme de recherche de doctorat, comme celui de Charlotte, en collaboration cette fois-ci, non plus seulement avec une université, mais aussi avec le CNRS. Donc il y a 1000 manières de connaître un animal, il y a 1000 manières de le comprendre, et surtout, tout ça, c'est pas juste pour du plaisir intellectuel, c'est pour diminuer enfin les abandons. Parce que moi, ça fait 35 ans que je travaille, 35 ans que j'entends parler des abandons, et je pense que, comme tu pourras peut-être le confirmer Katia, mais il me semble qu'il y en a toujours autant. Il y en a toujours autant, et toujours, on va dire, pour les raisons qui restent, une harmonisation ou un dérèglement de l'harmonisation de la vie avec son animal de compagnie. Les comportements gênants, c'est quelque chose qu'on identifie aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui existait il y a encore quelques années, peut-être pas de la même manière, parce qu'en rentrant dans notre foyer, effectivement, l'animal, il a apporté avec lui ses comportements naturels. Donc, c'est pas forcément en adéquation. Juste pour parler des griffades, moi, j'ai renoncé à avoir un canapé qui ressemble à un canapé, parce que il faut aussi accepter, parfois, pour que son animal soit heureux, qu'il y ait des choses chez soi. Moi, j'ai des... Bravo, tu es bienveillante, mais ta personnalité te permet de supporter que ton canapé soit abîmé. La personnalité d'autres humains ne leur permet pas de le supporter. Et c'est pour ça que quand on est abandonné, voilà, c'est pour ça que ce qui est important, c'est que quand on est confronté à un comportement de son animal qui ne va pas, eh bien, il ne faut pas rester seul par rapport à ça. Il y a toujours une solution, et donc il faut se faire accompagner, il faut aller voir un vétérinaire comportementaliste, il faut aller voir un éducateur canin. En tout cas, il ne faut pas rester seul devant ce qui représente un problème pour la vie du foyer. Il y a toujours des solutions. Et aussi, ce qui est important de voir, c'est qu'il faut trouver un compromis, et c'est le but aussi des consultants en comportement, ça va être de trouver un compromis entre le besoin de l'animal et l'attente de l'humain, parce qu'on ne peut pas... on ne peut pas forcer les humains à faire des choses sur lesquelles ils ne sont pas volontaires. Bien d'accord avec toi, Charlotte. Donc, il y a des humains qui ne sont pas aussi
comment dire, bienveillant. C'est pas une question de bienveillance, mais tolérant en tout cas, qui n'auront pas ta tolérance et qui vont pas vouloir que le canapé en cuir à 2000 € soit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un animal qui présente des comportements gênants pour le propriétaire? On peut aller voir un éducateur. Non. Allez voir un éducateur canin. Moi, je pense qu'il y a certainement qu'il y a, en tout cas pour un chien, peut-être aussi pour un chat, un accompagnement. Bon, on parle beaucoup en ce moment d'un permis de détention de l'animal. Je pense que c'est un préalable qui peut être intéressant. C'est-à-dire avoir un minimum de connaissances pour savoir au moins quelle espèce on fait rentrer chez soi et quels sont ses comportements. Peut-être qu'il faut aussi prévoir un accompagnement sur le début de la possession. Parce qu'en fait, c'est un peu comme quand on a un enfant. Entre l'enfant rêvé et l'enfant réel, eh bien, il y a forcément une différence. Et parfois, on n'est pas préparé, on ne sait pas, surtout quand c'est le premier. Là, je parle de l'animal, mais c'est pareil pour l'enfant. Et donc, il ne faut pas avoir honte à dire je ne sais pas et à se faire accompagner. Peut-être qu'il faut penser à mettre en place quelque chose de l'ordre de l'accompagnement. Donc, peut-être au début, une fois tous les mois, et puis après, un petit peu moins souvent. Mais qui permet en tout cas parce que entre le chaton ou le chiot qu'on achète ou qu'on adopte, et puis l'adulte qui va devenir, eh bien, il y a quand même un fossé énorme, mais assez rapidement franchi, parce que un chiot, enfin un animal, passe de l'état d'enfant, enfin de petit à adulte assez rapidement. Donc peut-être que nous, on n'a pas le temps de s'adapter à ces comportements. Et donc il faut, pour moi, se faire accompagner. Donc effectivement, un éducateur canin, un comportementaliste félin, peut-être même des associations qui peuvent donner des conseils, des associations de propriétaires. Et le vétérinaire aussi. Et des vétérinaires, voilà. Et moi, je voudrais dire une chose, c'est saluer un confrère qui est député et qui s'appelle Loïc Dombreval, et il a porté un ensemble de propositions très très courageuses, tout récemment, il y a quelques jours à peine, au gouvernement. Et dans justement l'ensemble de ces propositions, qui sont très très nombreuses, il y aurait la création d'un secrétariat d'État à la condition animale. Et je pense que c'est très bien qu'aujourd'hui, dans un pays riche comme le nôtre, développé comme qui sont les siennes, c'est-à-dire qu'il y a des crises sociales, il y a cette crise sanitaire, il y a des crises économiques, il y a des problématiques importantes, mais ce n'est pas une raison pour ne pas considérer les animaux, ne pas faire attention à la condition des animaux d'élevage, on en tue chaque année 1 milliard, ne pas faire attention à la condition des animaux d'expérimentation, on en tue chaque année 2 millions, donc, et ne pas faire attention évidemment à nos chers animaux de compagnie et à ceux qu'on utilise pour nos loisirs, comme les 2 millions de chevaux qui existent en France. Donc il y a énormément de choses à faire pour mieux s'occuper des animaux, pour mieux les considérer, pour mieux les comprendre. Et je crois que c'était Gandhi qui disait qu'une civilisation n'était jamais aussi finalement raffinée, sophistiquée et digne d'être considérée que parce qu'elle s'occupait aussi dignement des animaux avec lesquels elle vit. Alors pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que dire stop à l'abandon, c'est d'abord militer pour une adoption responsable. Katia Renard, vous avez créé la charte du maître responsable, vous pouvez nous en parler ? Oui, alors justement pour cette deuxième journée mondiale contre l'abandon, on a édité, Solidarité Animale, une charte de 15 engagements qu'on prend vis-à-vis de son animal. Donc ça va du premier, je t'adopte pas sur un coup de tête, mais en ayant mûrement réfléchi ma décision. Je te fais identifier, je pourvois à ta nourriture, je pourvois à tes besoins. Évidemment, je ne te maltraite pas, je ne t'abandonne pas, je t'aime. Enfin, tous ces engagements sont à prendre à partir du moment où on décide de faire entrer un animal dans son foyer. Donc, que ça soit au début, mais moi, je pense qu'on peut signer cette charte même quand on a déjà un animal pour renouveler les engagements, un peu comme des vœux de mariage, renouveler ses engagements envers son animal et dire voilà, moi je m'engage sur ces 15 points et à te garder, en tout cas le plus longtemps possible avec moi. Et c'est la nature qui doit décider quand le lien se rompt, ou alors on se fait conseiller, on se fait aider quand c'est plus possible. Donc cette charte, elle est disponible sur le site dédié à la journée mondiale, qui s'appelle journéemondiale-contre-l'abandon.com. Et vous, Thierry Bédossa, l'association AVA, vous avez créé également un dispositif, les gestes barrières contre l'abandon. Absolument. Et Elisa,
Je te laisse en parler si tu veux bien. Alors, les gestes barrières contre l'abandon, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces gestes avec le manifeste qui l'accompagne sur le site avarefuge.fr. Ce sont 6 gestes, 3 bons gestes et 3 mauvais gestes à adopter pour une vie harmonieuse avec votre animal de compagnie, chien ou chat. En résumé, l'idée, c'est que il faut laisser son chat ou son chien avoir l'initiative d'aller au contact avec l'humain. Il faut avoir une approche bienveillante, ne pas utiliser de méthodes coercitives, ne pas contraindre son animal, apprendre à le respecter pour mieux l'aimer et le protéger et ainsi lutter contre l'abandon. Merci beaucoup pour ce live, merci à tous les 3. Bravo. Voilà, ce qui est super, c'est que la jeunesse se mobilise. L'avenir de l'humanité et l'avenir de notre planète est entre vos mains. Donc c'est à vous de vous mobiliser. AVA, comme d'autres associations, ont besoin évidemment de votre soutien, de dons matériels, de mains pour aider à tous les travaux du quotidien. Vous pouvez retrouver plein d'annonces sur le site solidaritéanimale.com avec plein d'annonces d'associations qui ont besoin d'aide et de bénévoles prêts à les aider. Merci beaucoup, au revoir. Merci.